Les défenseurs des droits de l'homme au Sénégal ont haussé le ton suite aux exécutions de condamnés à mort à Banjul. Devant l'ambassade de la Gambie à Dakar, ils ont réitéré leur appel aux institutions politiques africaines et internationales pour faire arrêter les fusillades de détenus. Aujourd'hui, Yaya Jammeh, c'est notre Idi Amin d'aujourd'hui, c'est notre Jean-Bédel Bokassa d'aujourd'hui. Et en 1979, l'OUA avait pris ses responsabilités vis-à-vis de ces dictateurs aux mains tachées de sang. Donc il faut arrêter le massacre et il faut arrêter également les dictateurs qui n'arrêtent pas de salir l'image de l'Afrique par des actes de cruauté ignobles, inacceptables et pratiquement indicibles. Après l'appel du président de la République Macky Sall, d'autres Sénégalais ont invoqué les bonnes relations séculaires et les liens de parenté existants entre les deux pays. Une raison suffisante pour privilégier la voie diplomatique entre Dakar et Banjul. Le président Yaya Jammeh devait penser aux bonnes relations entre les deux pays avant d'agir ainsi. Les deux peuples sont indivisibles et ils se marient même entre eux. Cette situation ne doit pas détériorer les relations entre le Sénégal et la Gambie. La preuve, quand Macky Sall a pris le pouvoir, il a effectué sa première visite officielle en Gambie. Personne n'apprécie le tournant de ces relations bilatérales. 9 condamnés à mort sur les 47 qui seraient dans le couloir de la mort en Gambie ont été exécutés dimanche dernier. Des informations circulent sur l'exécution imminente d'autres détenus, dont un Sénégalais. Le Bureau des Nations Unies aux droits humains et la mission onusienne de stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, se disent préoccupés par des massacres de civils dans la région de l'Est du Nord Kivu. Plusieurs actes de violence ont été commis depuis le mois d'avril. Les victimes de ces attaques sont principalement des femmes et des enfants. Nos équipes ont recensé des graves violations des droits humains à travers des attaques dans au moins 45 villages. Très probablement plus, certains villages ont été brûlés dans leur intégralité. Il y a eu des milliers de civils déplacés à cause des attaques et nos enquêteurs ont effectué des dizaines d'entretiens avec des victimes, dont certains souffraient encore des récentes attaques par l'un ou l'autre des groupes armés. Au Nord Kivu, l'armée affronte depuis 3 mois le mouvement du 23 mars appelé M23, formé d'ex-rebelles intégrés dans l'armée congolaise en 2009 et qui se sont mutinés en mai dernier. Les récentes attaques ont été, selon les représentants des Nations Unies, menées pour la plupart par les groupes armés Raya Mutomboki et les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Depuis le début du mois d'avril, il y a eu un certain nombre de désertions et de défections au sein de l'armée congolaise, ce qui a engendré la création de mouvements armés, à l'instar du M23 dans l'est du Congo. À cause de cela, l'armée congolaise et la MONUSCO ont été obligés de redéfinir des stratégies, ainsi recentrer leur attention pour essayer de contenir le mouvement M23. Cela a laissé un vide sécuritaire dans de nombreuses parties de l'est du Congo. De son côté, le gouvernement congolais fait aussi part de sa préoccupation. Cette guerre est comprise comme une guerre quasiment d'agression, parce que toutes les preuves sont suffisamment connues. Environ 250 000 personnes ont fui les violents affrontements concentrés près de la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a appelé les groupes armés à cesser immédiatement les attaques et a fait état de poursuites pour crimes contre les responsables, se référant à la récente condamnation par la Cour pénale internationale de l'ex-rebelle Thomas Lubanga. Charles Konambani sort de son silence et veut rassurer. À la tête depuis un an de la commission censée instaurer le dialogue entre les Ivoiriens, l'ancien Premier ministre peine à convaincre. Il est régulièrement critiqué par la presse et les responsables politiques de tous bords qui se demandent ce qu'il fait depuis un an. Dans un entretien accordé à l'AFP mercredi, le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation appelle Alassane Ouattara à prendre des initiatives pour relancer le dialogue. Il invite également les partisans de Gbagbo à accepter la discussion. La nation ivoirienne est en danger. Les leaders doivent assumer leur leadership. Le chef de l'État élu a dit « Je suis le président de tous les Ivoiriens ». Cette notion est très forte. Il faut que cela soit acté. Une vague d'attaques menée depuis début août contre l'armée a mis à mal le processus de normalisation en cours depuis la fin de la crise post-électorale. Le grand chantier promis par le président Ouattara, la réforme du secteur de la sécurité, peine à se réaliser. Pour avoir un point complet sur les attaques de ces dernières semaines, le président ivoirien a convoqué avant-hier le Conseil national de sécurité.
Un conseil créé par décret le 8 août dernier après les attaques du camp d'Akouedo. À l'issue des échanges, le Conseil national de sécurité est parfaitement informé de la nature de ces attaques, de leurs origines et de leurs dimensions. Des autorités accusent en effet des partisans de Laurent Gbagbo d'être derrière les attaques contre l'armée. Le Front populaire ivoirien, dont plusieurs figures ont été arrêtées ces derniers jours, dément toute implication. Les dirigeants du parti appellent le gouvernement Ouattara au dialogue et à la responsabilité. Nous pensons que la situation aujourd'hui appelle plus que le dialogue, rend le dialogue plus que nécessaire. Le président Houphouët-Boigny disait que le dialogue c'est l'arme des forts. Laurent Gbagbo dit asseyons-nous et discutons. Le réconciliateur Charles Konambani de son côté n'exclut pas un échange direct ou indirect avec l'ancien président Laurent Gbagbo, toujours emprisonné à La Haye. Ensuite viendra l'ère des vérités, des audiences donneront la parole aux victimes ainsi qu'aux responsables des crimes. Des tuyaux d'eau et câbles électriques s'entrelacent. Des compteurs d'électricité sont installés de façon anarchique et servent de centrale électrique aux populations avoisinantes. Des câbles traînent à même le sol. Les dangers d'électrocution et d'incendie, les habitants de Diba et de Bel Air le vivent au quotidien. Vraiment, c'est vraiment un très grand souci pour nous parce que ça nous fait peur encore avec la qualité de la maison que nous avons et avec les intempéries. C'est qu'il y a toujours des tonnerres. Nous avons très peur qu'un jour comme ça, pendant que nous dormions, et puis le compteur prend feu. C'est un véritable réseau électrique anarchique formé par l'enchevêtrement de nombreux branchements douteux. Et face à ce risque, certains résidents pointent du doigt la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEEG. Mais c'est la SEEG. Quand ils viennent, ils voient, là, il y a plus de 20 personnes, là-bas, il y a plus de 30 personnes. On subit, on souffre, on fait comment? On est obligé d'accepter ça comme ça. Les accidents se multiplient. Il y a quelques jours, un transformateur de la SEEG a explosé à 10 km au nord de Libreville, provoquant une coupure de 6 heures et la mort de l'agent qui y effectuait des manipulations. 3 semaines avant, un enfant de 10 ans est mort électrocuté. Un incendie lié à la surchauffe de plusieurs compteurs installés dans une maisonnette a également eu lieu. Les Gabonais sont fatalistes. Les tuyaux sont accrochés, nous habitons à plus de 300 ou 400 mètres, là où il y a un compteur d'eau plein en haut là-bas. Mais nous souffrons, on fait comment? La SEEG n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Clairement mise en cause, la société n'a à ce jour pas été condamnée. Pourtant, la sécurisation de ces réseaux d'eau et d'électricité est impérative. D'autant plus qu'il manque des campagnes de sensibilisation sur les dangers des installations électriques au Gabon. Cette reconnaissance illustre bien l'acte des donateurs. Les femmes soroptimistes du club de Calavi. Sœur Sabine Marie-Glélé, il y a 18 ans, démarrait ses activités d'accueil et d'entretien des enfants handicapés. Ceci avec la bénédiction de feu Monseigneur Isidore de Souza. Je me suis retrouvée ici en 1995 avec 4 enfants handicapés mentaux dont on ne savait, la famille, on ne sait pas d'où viennent. Et petit à petit, tous les ans, on recevait 2, 3. Et aujourd'hui, nous sommes à 22 enfants. Handicapés mentaux profonds. Et cette aventure qui dure 18 ans déjà ne manque pas de soutien. La divine providence est là et elle est au service des enfants handicapés Vigny de Dekama. Nous nous sommes donnés comme programme pour les 2 ans à venir, notamment de venir au secours, d'aider les personnes handicapées, d'aider les personnes âgées et d'aider les femmes et filles en situation difficile. L'acte est simple, donner entre autres des vivres, de l'argent espèces sonnantes et trébuchantes et des médicaments. Voilà qui motive la joie et la reconnaissance des enfants handicapés mentaux profonds du centre Vigny à Conge de Dekama dans la commune d'Abomey-Calavi. Les 14e Jeux paralympiques de Londres se sont ouverts ce jeudi 30 août au cours d'une cérémonie qui aurait duré plusieurs heures. Malgré le froid d'un automne qui ne dit pas encore son nom, le public s'est accommodé de la température londonienne pour accueillir les différentes délégations.
Bien que ce soit une matinée humide typique de Londres, les gens sont au rendez-vous et ils passent du bon temps. J'ai surtout remarqué que tout le monde est vraiment amical, souriant, l'air content d'être là, content de faire partie d'un événement qui restera, je pense, dans la mémoire collective pendant très longtemps. Pour la première journée, 28 médailles d'or ont été mises en jeu, notamment en natation et en judo. Parmi les spectateurs, certains viennent contempler la beauté de ces édifices construits pour la circonstance. J'ai acheté beaucoup de billets pour les Paralympiques car je suis allée voir 6 épreuves pendant les JO, mais aucune d'entre elles n'était dans le parc olympique. Et je voulais vraiment voir les nouveaux bâtiments autant que les sports. Du coup, je vais voir de la compétition de haut niveau dans des bâtiments à l'architecture fantastique. Au-delà de l'intérêt que suscite l'événement, les Jeux paralympiques d'été 2012 sont présentés comme un retour au pays, le mouvement étant né en Angleterre vers la fin des années 40. Je pense que les gens prennent cet événement plus au sérieux. Au départ, ils étaient sceptiques. Maintenant, ils pensent que c'est une très bonne idée. Comme pour les premiers Jeux de Londres il y a 2 semaines, les petites lumières dans les gradins ont donné l'impression que les spectateurs s'étaient parés de mille feux pour célébrer les 4200 athlètes présents à la cérémonie. Jusqu'au 9 septembre, la capitale anglaise vibrera au son et au rythme des 167 délégations.